Sans les eaux du Colorado, ces paysages n'existeraient pas. Le fleuve a creusé ses canyons, mais pas seulement. Il a fait la richesse de tout l'Ouest américain. Libre et sauvage. C'est un endroit exceptionnel. C'est notre jardin. C'est notre raison de vivre. Été comme hiver, le Colorado offre des lieux d'une grande beauté. À force d'être surexploitées, les eaux du Colorado ne parviennent plus jusqu'à la mer. Un drame. C'est aujourd'hui le seul fleuve de la planète qui se meurt avant d'atteindre son but. D'où ce cri d'alarme de l'acteur américain Robert Redford. Le Colorado est le fleuve le plus chéri au monde, mais c'est aussi le plus difficile à appréhender. En ajoutant seulement un peu d'eau au cours du fleuve, on peut ramener la vie dans les marécages du delta. Un message qui a été entendu. Pour la première fois, Américains et Mexicains sont tombés d'accord pour ouvrir les vannes. J'étais là en novembre, il y a 5 mois, et j'ai pris cette photo. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre la même. Quelle pagaille! Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Nous vous emmenons découvrir l'un des fleuves les plus fascinants de la planète. Des Rocheuses, avec ses animaux sauvages, jusqu'au delta, qui agonisait jusque-là. Un voyage qui nous emmènera dans le Grand Canyon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aérodrome de Glenwood Springs. Pete McBride et son père s'apprêtent à survoler l'un des plus beaux endroits de l'Ouest américain. Fuel, altimètre. On n'a pas d'altimètre, mais on devrait être à 1676 mètres. Pour la radio, c'est quelle station? C'est parti pour 2 heures de vol. Pete doit réaliser un reportage photo sur les lieux où le Colorado commence sa course folle à travers 7 États américains. Nous sommes au cœur des Rocky Mountains, les Rocheuses. Pete a grandi dans cet environnement, là où la ruée vers l'or a commencé à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, les mines d'or n'existent plus. C'est l'or blanc qui fait la fortune de cette région, avec les 2 stations de ski les plus huppées d'Amérique du Nord, Vail et Aspen. Chaque année, au printemps, mon frère et moi, on a une tradition. On escalade cette montagne et on la descend en ski. C'est le Mont Sopri, c'est un ancien volcan. C'est une montagne magnifique. Et c'est toujours sympa de monter et d'être tout en haut. Nous survolons ma ville. Je peux voir ma maison juste en bas. Juste à côté, le ranch familial, un rêve d'enfant que son père a réalisé il y a plus de 40 ans. Nous sommes au cœur de l'hiver. C'est la période où le fleuve Colorado se fond dans le paysage.
Pete travaille pour de nombreux magazines américains. S'il sillonne la planète à la recherche des lieux les plus spectaculaires, il revient toujours dans les Rocheuses, là où le Colorado prend sa source. Le fleuve donne son nom à cet État américain. On a beaucoup de chance, car très peu de gens ont l'opportunité de monter dans un avion comme celui-ci. C'est un bon moyen pour donner en retour et faire prendre conscience de ces enjeux-là. Même si c'est dangereux, quelquefois ça peut faire peur. On vole très bas. Et si ça se passe mal, on n'a nulle part où aller. Pilote d'expérience, son père vole depuis près de 50 ans. Il connaît chaque recoin du fleuve. En vol, il est un peu les yeux de son fils. Survoler cette chaîne de montagnes n'est pas sans risque. Rien que dans cet état, il existe plus de 50 sommets qui culminent à plus de 4000 mètres d'altitude. Plus qu'un travail, c'est pour Pete un véritable terrain de jeu. J'ai beaucoup filmé au sol. J'ai également filmé sous l'eau. Je pense que ça, c'est vraiment ce que je préfère. J'ai toujours été stupéfait par la beauté de ce lieu. Souvent, quand on est au sol, on oublie le paysage autour de nous. Quand vous prenez de la hauteur, vous prenez vraiment conscience de cette beauté exceptionnelle. À ses yeux, le plus fascinant, c'est que de ces montagnes naissent trois des plus grands fleuves américains. Le Rio Grande, le Mississippi et surtout le Colorado. Sans cet or bleu, la conquête de l'Ouest n'aurait jamais eu lieu. Tout a commencé ici. Vous pouvez voir tout au long des cimes de ces montagnes qu'il y a comme une séparation. Il y a deux parties. Toute la neige de ce côté va dans l'océan Pacifique. Et dans l'autre versant, la neige va dans l'Atlantique. Sauf qu'une partie est détournée vers la ville de Denver. On joue à Dieu avec le fleuve avant même qu'il ait démarré sa course. C'est un signe assez révélateur. En 2008, Pete descend le Colorado jusqu'à son embouchure au Mexique. De ce périple, il a tiré un livre dans lequel il montre ce que le fleuve a permis de créer. De grandes métropoles comme Phoenix, San Diego, Las Vegas et tant d'autres villes qui ont émergé au cœur du désert. À travers ces photos, il tente également de sensibiliser les Américains au trésor que représente le Colorado et aux dangers qui le menacent. Ce qui est important, c'est de voir comment ces fleuves connectent toutes les régions, toutes les communautés. Juste devant nous, ce sont les Rocheuses. Et quand on est en avion, on commence à voir et à comprendre comment ces montagnes se connectent et permettent de nourrir tous ces champs que l'on voit en dessous. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était déplacé de pointer du doigt un coupable. C'est de leur faute, c'est à cause d'eux qu'il n'y a plus d'eau dans le fleuve. Le coupable, c'est l'agriculture, c'est Las Vegas, Phoenix, Denver. Quand vous êtes dans un avion, vous prenez conscience que nous sommes tous des usagers et donc nous sommes tous coupables. Nous sommes tous complètement dépendants du fleuve Colorado. C'est le sang de cette région du sud-ouest américain. Dans cet endroit, le gaz naturel et le pétrole sont fortement exploités. L'avantage d'être en l'air, c'est que l'on voit vraiment comme le paysage change et comment il est affecté par l'influence de l'homme. Un peu plus loin, Pete voit soudain ce qu'il redoute le plus. Sous nos pieds, de nouvelles routes sont construites pour exploiter le gaz de schiste. Le fleuve est lourdement affecté. On vole au-dessus de ces nouvelles routes. Pour les construire, on a besoin de gravier. C'est tout le bassin du fleuve qui est transformé en carrière. De nombreuses personnes s'en plaignent. Mais c'est une zone qui rapporte pas mal d'argent.
Une beauté sauvage et fragile à la fois. À chaque vol, père et fils constatent à quel point leur environnement est vulnérable. Cette semaine, Pete McBride prévoit plusieurs vols au-dessus du fleuve Colorado. Le deuxième grand frisson dans la vie, c'est de faire voler un avion. Le premier, c'est d'atterrir. C'était super. C'est une journée magnifique et calme. Il faisait froid, mais l'air froid rend le vol plus fluide. On dirait que l'on vole dans de la soie. Je ne pense pas que l'on aurait pu avoir de meilleures conditions de vol. Le temps était calme, la neige fraîche. On a vu beaucoup de choses que Peter et moi n'avions jamais vues auparavant, comme ces affreuses routes pour l'exploitation du gaz. Nous avons eu de la chance aujourd'hui. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Pete chez lui. Il habite à Basalt. J'habite dans cette vieille maison qui a beaucoup de charme. Mais les vieilles maisons comme celle-ci, ça demande du travail pour la chauffer. Voici une vieille photo de la maison. J'en suis assez fier car je l'ai restaurée moi-même. Je l'ai rénovée il y a 7 ans maintenant. J'en suis le 5e propriétaire. Elle a été construite, je crois, en 1897. Elle est assez ancienne. Et ce bois que vous voyez, ce sont des coccinelles qui l'ont tué. Car nous vivons de grandes périodes de sécheresse. Il ne fait pas assez froid non plus. Le bois est attaqué par les coccinelles. Ça, ce sont les arbres qui bordent le Colorado. C'est pas très loin de cette photo. Ce qui est bien avec un feu, c'est quand il prend. Plusieurs fois par an et partout dans le pays, Pete participe à des réunions pour montrer son travail. Je suis en train de me préparer pour partir pour Savannah, en Géorgie. Vous imaginez, c'est très loin d'ici. Je vais faire une conférence devant 800 collégiens. Photographe et militant, à travers ses photos, il raconte le fleuve, des Rocheuses, à la mer de Cortés, en passant par le Grand Canyon. Paysage qui évolue au gré des kilomètres, mais qui reste époustouflant. Plusieurs photos attirent notre attention. Elles ont été prises dans le delta. Il est complètement asséché. Le Colorado est un symbole de ce que nous faisons de nos ressources naturelles. Quand tu sollicites trop la nature, elle disparaît. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le plus incroyable, c'est que personne ne s'en soucie vraiment. Et nous, en tout cas, ça nous préoccupe. Les gens commencent à parler de la possibilité de relâcher de l'eau dans le delta. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, c'était inimaginable. Je suis plus optimiste que je ne l'étais ou que je croyais l'être. Dans moins d'1 mois, il partira pour le Mexique. Le Colorado, pour la première fois depuis 1998, pourrait à nouveau s'écouler jusqu'à la mer de Cortés. Le lendemain, 7 heures du matin. Nous sommes dans le ranch familial,
quelques dizaines d'hectares où le père de Pete élève 150 vaches. C'est ici qu'enfant il a découvert le fleuve Colorado. Ce retour aux sources est impératif pour Pete, qui passe 4 à 5 mois de l'année sur les routes ou les fleuves du monde entier. Salut maman. On n'arrive pas à faire ce puzzle. Ouais, j'ai très froid. Les mains sont gelées. On ne s'en sort pas très bien. Vous y êtes presque. Tu veux un petit café? J'ai des croissants. Son père, originaire de la région de Chicago, rêvait de vivre dans un ranch bordé par les eaux du Colorado. Les gens pensent que le fleuve n'est que de l'eau sans valeur. Ils ne réalisent pas qu'ils en sont dépendants. Ça, c'est le Colorado. Bon et chaud, car dehors il fait froid. Dehors, où que vous regardiez, toute la neige et le système d'irrigation qui fait tourner le ranch et qui permet de nourrir le bétail vient du Colorado. L'eau, c'est probablement la ressource la plus importante que nous ayons. C'est essentiel et la majorité des gens ne s'en rendent même pas compte. Ce matin, Pete a programmé un autre vol avec son père. Mais la nuit dernière, la neige est tombée en grande quantité. L'aérodrome de Glenwood Springs est fermé. En réalité, j'ai embauché mon père pour m'emmener en avion, car voler, ça coûte cher. Et ici, c'est très difficile de faire des images aériennes. Mon père, c'est un peu mon coéquipier, mon ailier, comme j'aime l'appeler depuis un petit moment. On a aussi un aérodrome atypique. Nous sommes à 8000 pieds, soit à peu près 2500 mètres d'altitude. Je pense que c'est le seul avion dans tout l'État du Colorado qui possède des skis. Encore faut-il pouvoir décoller. C'est bon. Vous pensez vraiment que vous pouvez décoller? Bien sûr. Belle journée. La météo est plutôt bonne. John ne rate jamais une opportunité de voler, surtout avec son fils. Une complicité qui va au-delà du plaisir de survoler des lieux aussi majestueux. Les deux hommes partagent la même passion pour le Colorado. Cette neige ici, c'est le début du fleuve Colorado. Pendant 6 millions d'années, cette neige fondait et allait jusqu'à la mer de Cortez. Mais pas une seule goutte d'eau n'a atteint la mer de Cortez depuis 1998. Il est plus sec que ça. Pas un seul flocon n'arrive dans le delta. La dernière fois qu'ils ont utilisé cet avion, c'était l'hiver dernier. Je ne sais pas si je vais pouvoir encore y rentrer. Et toi? C'est un peu étroit, non? Je suis prêt. Tu as ton appareil photo? J'ai mon appareil photo. C'est bon pour toi? Ok, à mon tour. Regarde, je rentre de manière beaucoup plus élégante que toi. Tout ça parce que je suis plus jeune. Parce que tu as des prothèses de hanche, surtout. Ça me rend plus agile, tu vois. Je trouve pas la ceinture. Si tu veux, on peut agrandir ta ceinture. C'est l'avion le plus inconfortable dans lequel j'ai jamais volé. C'est pour ça qu'on a un manteau, des gants, un équipement de survie, au cas où on serait obligé d'atterrir en urgence dans les montagnes. Mais c'est sans danger car on a des skis. En fait, si l'un de ces endroits est plat, alors ça peut être une piste d'atterrissage.
Les deux hommes sont partis pour 2 nouvelles heures au-dessus des Rocheuses. Nous partons plus au nord, direction Grand Lake. C'est à 200 km du ranch de la famille McBride. Là-bas, nous devons rencontrer un biologiste qui s'occupe des animaux sauvages. Nous sommes toujours dans l'État du Colorado. Les montagnes, le lac tout près et les forêts de pins, ce sont un peu les bureaux de Kirk Oldham. Il y a des traces juste ici. Il y a des crottes. On dirait des crottes d'élan. Il y a un élan qui est venu ici et qui a traversé le Colorado. Le Colorado est juste derrière moi, il est complètement gelé. On dirait qu'un jeune élan est venu. Ah, il est venu tout près du fleuve, ici même. On va aller voir ça de plus près. Il y a pas mal de traces ici. Depuis l'aube, il tente de repérer ces animaux sauvages. Regardez là où il a traversé. Il y a aussi des traces qui partent d'ici et qui se poursuivent de l'autre côté. Tout au long de ces saules et des arbres qui bordent le Colorado. On va chausser les raquettes pour voir si on a plus de chances d'en trouver près des arbres. Des signes qui ne trompent pas, mais il doit en trouver d'autres. À certains endroits, le fleuve est gelé et inaccessible, autrement qu'en raquette. Kirk cherche un peu partout des indices qui pourraient lui permettre de trouver un ou plusieurs élans. Un élan peut faire jusqu'à 2 mètres au garrot. Là, on voit qu'un élan s'est servi. Et imaginez la taille qu'il devait faire. Bien au-dessus de ma tête. Les élans sont difficiles à repérer et à observer. Mais Kirk n'a qu'une semaine pour les trouver. Il y en aurait 300 dans cette région. Mais ce matin, il n'aperçoit que des wapitis. On a près de 4000 wapitis dans cette zone. Bien sûr, il n'y en a pas 4000 ici. Juste une demi-douzaine. On dirait qu'il n'y a que des biches et des faons. Pas de mâles. C'est assez typique de cette période de l'année. Les mâles sont séparés des femelles et ils restent entre eux. Il doit y en avoir plus, parce qu'à cette période de l'année, ils se regroupent. Là, ils sont difficiles à voir. Cela fait plus de 10 ans qu'il sillonne ces contrées, presque vierges de toute présence humaine. Le parc qu'il supervise est immense. Près de 5000 km². Je passe le plus clair de mon temps à contempler la vie sauvage du Colorado. On a un temps magnifique.
J'ai de la chance. Je me sens béni des dieux d'avoir l'opportunité et la responsabilité de m'occuper d'un endroit si extraordinaire. J'espère que l'on pourra continuer à préserver ces lieux pour que les futures générations puissent aussi en profiter. Après 5 heures de recherche, toujours pas le moindre élan en vue. Dans son objectif, d'autres wapitis. Kirk décide de changer d'endroit. Nous partons dans une autre vallée, une demi-heure de route environ. Comme cela peut arriver parfois, une surprise l'attend sur le bord de l'autoroute. Mais Kirk semble inquiet. Il y a un autre groupe de wapitis. Je veux juste m'assurer qu'ils ne vont pas se précipiter sur l'autoroute. C'est bon, ils se rassemblent. Ils sont peut-être 200 dans ce groupe. C'est une taille assez normale pour ce genre de groupe. En hiver, j'en ai vu jusqu'à 600. Et ils sont déjà nombreux. C'est un bon groupe de biches et de fans. Il y a quelques mâles qui sont nés cette année. En une journée, Kirk peut rouler plusieurs heures. Emprunter des grandes artères, comme des chemins non balisés. Dans la région, ils sont 8 biologistes et techniciens, mais il est le seul en charge du comptage des élans et des mouflons. À Grand Lake, tout le monde le connaît. Kirk a grandi ici. Wes, comment vas-tu? Ça va? Tu as vu des wapitis? Non, ça fait un moment que je n'en ai pas vu. Ok, ça marche. Je sais que notre secrétaire a vu un élan hier, juste à côté de la voie rapide. Merci. Avec près de 300 jours de soleil par an, la région est de plus en plus prisée. Année après année, le hameau est devenu un village, puis une petite ville. Un développement où les animaux sauvages perdent chaque jour du terrain. Conséquence, il n'est pas rare qu'un élan se perde dans les rues de Grand Lake. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et cela peut se reproduire à tout moment. La preuve. Pour Kirk, c'est à chaque fois un moment magique. Nous les filmons depuis la voiture. Ils sont à quelques dizaines de mètres. Ils paraissent tranquilles, mais il ne faut pas se fier aux apparences, car ils peuvent être dangereux. Interdiction formelle de s'approcher. Ces élans cohabitent très bien avec les hommes. On les trouve souvent autour des chalets. C'est assez courant. Ils sont dangereux? Ah oui, ça peut être dangereux pour les gens. Les élans sont des animaux très costauds, ils peuvent charger. Et quand ils chargent, c'est souvent parce qu'ils se sentent menacés par les chiens. Le loup est le prédateur naturel de l'élan, et les chiens domestiques ressemblent beaucoup au loup. Quand ils voient un chien, il y a un mécanisme de défense qui se déclenche. Les élans deviennent très agressifs quand ils voient des chiens, et cela peut parfois mettre en danger leur maître. À 44 ans, malgré sa longue expérience auprès de ces animaux, Kirk préfère toujours rester à distance. Un mâle peut courir à plus de 50 km/h. Ce matin, plusieurs d'entre eux se sont approchés des zones d'habitation. Heureusement, les propriétaires des chalets sont absents. Le biologiste les observe pendant de longues minutes. Grand Lake
est, semble-t-il, leur nouveau terrain de jeu. Vous voyez, c'est un faon mâle. Celui-là aura des bois l'année prochaine. En hiver, les mâles vivent en petits groupes. Le reste du temps, ce sont des solitaires. Normalement, dans une journée, ils parcourent de longues distances. À l'aise dans la neige, ils traversent les rivières comme les fleuves. Ce sont aussi d'excellents nageurs selon Kirk. Les mâles peuvent peser jusqu'à 700 kilos. À chaque fois, le biologiste doit les identifier. Comment? Mission délicate. Mais ils auraient des signes distinctifs, invisibles pour tout profane. Nous n'avons pas repris la route depuis 20 minutes, quand soudain, au beau milieu de la chaussée, 2 élans. L'opération de comptage en raquette ou en voiture est délicate. Trop de distance à parcourir. Ces dernières années, Kirk dispose de moyens plus importants pour répertorier les élans. Le pilote a fait le plein de l'appareil. Kirk ne sait jamais combien de temps peut durer un vol. J'aime vraiment voler en hélicoptère. Ça me permet d'avoir une vue plus précise de la région, des zones de drainage, de là où sont situées les rivières. On a la plupart de nos rivières et de nos eaux de drainage qui se jettent dans le fleuve Colorado. C'est la vie. C'est aussi un habitat pour tous les animaux qui peuvent vivre grâce à cette eau. Nous survolons ici la forêt d'Arapaho. 10 minutes après le décollage, il aperçoit les premiers élans. Regarde, je vois 2 élans à 2 heures. Ok, j'y vais. On dirait un mâle. On y est presque. Il est gros. C'est un adulte. Là, on dirait une femelle et son petit. Oui, c'est bien une femelle. Une femelle et son petit. Il y a un groupe à 3 heures. 3 heures, oui. Ok, j'y vais. Ce comptage, il le réalise une seule fois par an, l'hiver. Mâle, femelle, femelle, veau. Dans les années 70, les élans avaient quasiment disparu de l'état du Colorado. 36 élans ont été réintroduits. Ils prospèrent depuis. On gère ces animaux pour les générations futures. Pas seulement pour nos enfants, mais aussi pour nos petits-enfants. Pour qu'ils puissent voir des élans, des wapitis, des cerfs, des ragondins, et tous ces animaux qui vivent grâce aux eaux du fleuve Colorado. Fin de journée, retour à la base. Grâce au travail des biologistes du Colorado, les élans ne sont plus en danger. Mais l'équilibre avec les humains reste fragile. Une veille de tous les instants pour Kirk.
Le lendemain, il reprend la route avec une nouvelle mission. Trouver un animal qui se cache en altitude. Le mouflon. Dans cette zone, les mouflons, les cerfs et les wapitis, quand ils ne bougent pas ou qu'ils sont couchés, ils sont impossibles à voir. Ils sont bien camouflés. C'est pour cela qu'ils survivent si bien, parce qu'ils sont très difficiles à dénicher. Les mouflons vivent à flanc de montagne. Ils sont peu nombreux. Depuis 2009, 40 individus ont été réintroduits. Mais ils restent en danger. L'hiver, ils ne trouvent pas assez de nourriture. Pour mieux les repérer, le biologiste dispose d'un outil qui peut lui faciliter les recherches. Allons voir de l'autre côté de cette falaise. Je vais essayer de localiser ceux qui ont un émetteur. L'objectif est d'éviter que l'espèce disparaisse, comme ce fut le cas au début des années 70. L'une des balises émet un son. Il est très faible. Elle est là, sûrement à l'angle. C'est un job magnifique. Je passe la majorité de mon temps à l'extérieur. Je travaille au milieu des animaux sauvages. C'est très valorisant. Quand on choisit de vivre ainsi en donnant son temps à cette nature sauvage, c'est très gratifiant. Je crois que nous sommes des mordus de cette vie. Ah, voilà. Il y a un groupe juste là. On dirait qu'il y a 3 brebis et 2 agneaux. Dans le Colorado, les mouflons ne sont visibles qu'ici. Ces animaux, très respectés, sont depuis 1961 le symbole de l'État. Il est interdit de les chasser, de les blesser ou de les tuer. Kirk est en quelque sorte leur ange gardien. Je note les numéros des étiquettes placées sur les oreilles des mouflons que nous avons vus. Je sais que j'ai aperçu le numéro 149. C'est une femelle. Un mouflon vit en moyenne entre 10 et 12 ans. J'ai apporté 2 crânes de mouflons. Ça, c'est un crâne de femelle. Il est possible de savoir quel âge il a en comptant le nombre de cercles sur ses cornes. Celle-ci a sûrement 1 an et demi ou 2 ans et demi. C'est donc une jeune femelle. J'ai aussi apporté ce crâne d'un mâle. C'est le bélier. Ses cornes sont très lourdes. L'autre élément intéressant à connaître à propos de ces cornes, c'est qu'elles agissent comme un radiateur. C'est un mécanisme de refroidissement. Dans les cornes, il y a énormément de vaisseaux sanguins. Pendant l'été, les mouflons contrôlent cette circulation du sang et donc leur température, comme le radiateur dans un véhicule. On va aller faire autre chose. Quoi par exemple? On a toujours du boulot, des animaux à chercher ou à observer. Kirk n'a jamais le temps de s'ennuyer. Avec ses missions de protection de la faune, il doit aussi veiller à ce que les règles soient bien respectées. C'est une journée magnifique. Une très belle journée à Grand Lake. J'ai vu un pêcheur en contrebas. Je vais vérifier sa licence de pêche. Pour pêcher ou chasser dans le Colorado, il faut un permis. Grâce à ses cotisations, l'Agence de protection de la vie sauvage peut effectuer ses missions. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je suis Kirk, du parc. Moi, c'est Bob Ecuren. Enchanté, Bob.
le biologiste n'est pas là pour jouer au policier. Comme lui, les pêcheurs profitent de cette nature et de ses ressources. Bonne journée. À vous aussi. Ravi de vous avoir rencontré. Ici, la pêche est un sport national. On trouve surtout des truites arc-en-ciel qui peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de long. La journée de Kurt continue. Il repart sur la trace des élans qui en hiver sont sa priorité numéro 1. Quelques jours plus tard, nous repartons vers Glenwood Springs, retrouver Pete McBride, le photographe du fleuve Colorado. Il rejoint ici l'un de ses vieux complices, Doug Schaefer. Pour Pete, c'est le meilleur pilote pour survoler les Rocheuses. T'as l'air en forme, Doug? Pete, comment ça va? Et toi, comment ça va? Très bien, ça fait longtemps. Ton hélico est toujours en un seul morceau? Eh oui, mon ami. Je peux t'embrasser? Je plaisante. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Merci d'avoir trouvé le temps. Hein. Ça va être sympa. Ouais. Si Pete programme ce vol, c'est qu'il a l'intention de filmer et de photographier des lieux impossibles à survoler avec les avions de son père. Ok, alors tu penses faire quoi? Un briefing s'impose. J'aimerais descendre ici et puis aller dans cette section du canyon. Si tu penses bien sûr qu'on peut y aller. Oui, bien sûr. J'aimerais explorer cette fois-ci ce paysage. Canyon rouge, tu sais. Je pense qu'il y a de bons spots là-bas. Ça marche. Puis on pourrait voler ensuite au-dessus de l'eau, ici après Grand Junction. Peut-être passer au-dessus ici, redescendre dans cette vallée où il y a des peupliers. Oui, ça m'a l'air bien. Allez, on y va. Habitué à voler au-dessus de ces montagnes, Doug est le seul pilote de la région capable de répondre aux envies de son ami photographe, comme celle de survoler à moins d'1 mètre les eaux du fleuve. Année après année, hiver comme été, Pete filme et photographie le Colorado sous tous les angles. On dirait des bernaches du Canada. T'en as vu beaucoup dans le coin cette année? Oui, tu plaisantes. Il y a toujours des bernaches du Canada par ici. Mais elles partent de temps en temps, non? Non, je ne crois pas qu'elles bougent. On va devoir les appeler les bernaches américaines. Oh, dis donc, c'est pas un aigle à tête blanche, ça? Oui, il doit y avoir du poisson par là. Ah, le poisson les fait revenir, hein? Ah oui, on les retrouve souvent dans le fleuve. À certains moments, l'hélicoptère s'engouffre dans des canyons très étroits. La falaise est toute proche. Pete veut nous montrer l'un de ses endroits préférés. C'est une maison construite dans la roche, avec à ses pieds un petit lac naturel. Juste en contrebas, un train, mais pas n'importe lequel. Il transporte du charbon jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Il arrive de Denver.
Un long convoi qui s'étire sur près d'1 kilomètre avec une centaine de wagons et 4 locomotives pour le tracter. Je ne crois pas que je pourrais jamais me lasser de contempler ce spectacle. Une vallée, puis une autre. Ici, le chemin de fer longe aussi bien le fleuve Colorado que l'autoroute. Une autoroute hors norme. Tu connais l'histoire de cette autoroute? Elle a été construite quoi, en 10 ans? Oui, à l'époque j'étais gamin. Ça a pris 10 ans. Cette portion fait 100 km de long. Elle a coûté plus cher que le reste de l'autoroute de Washington à Vegas, soit 3400 km. Oui, cette section a coûté plus cher que tout le reste de l'autoroute. Cette 4 voies a coûté plus cher que tous les autres tronçons du pays. Pour la construction de cette autoroute, je crois qu'ils ont gagné des prix nationaux. Et même internationaux. Pour construire cette route à 4 voies, il a fallu, comme ici, creuser des tunnels dans la montagne sur des kilomètres. C'est sûrement l'autoroute la plus impressionnante des États-Unis, voire de toute l'Amérique du Nord. Oui, c'est clairement l'une des plus belles constructions. Cela fait plus d'1 heure que nous avons quitté l'héliport. Pete n'est jamais rassasié. Doug, tu vois les wapitis là-bas? Oui, je les vois. Tu veux faire quoi? Tu crois qu'on pourrait les survoler sans trop les effrayer? Il faut que je fasse attention aux câbles électriques. C'est toujours un problème. Je suis content de voir que tu fais gaffe. Quelques jours après ce vol, alors qu'il contrôlait des lignes à haute tension, Doug Schaefer est décédé. Son hélicoptère s'est écrasé. Il est un peu plus de 17 heures. La journée de Pete n'est pas terminée. Ici, ça peut être délicat. Oui, on peut tomber. À cette période de l'année, l'eau est à 2 ou 3 degrés à peine. C'est un métier risqué. Parfois, oui. J'ai grandi ici. L'été, je viens nager. Et dans le coin, je pêche. J'aime bien même si je pêche dans d'autres endroits aussi, car les poissons ici sont trop intelligents. On dirait qu'ils me connaissent à force. Je fais aussi du vélo. J'habite juste derrière, à 3 km environ. J'ai escaladé toutes ces montagnes. Je les ai survolées aussi. Et j'ai appris à faire de la planche à voile dans le lac au-dessus. Je peux dire que je suis chez moi ici. Le Colorado est un fleuve très connu, célèbre. Il a été photographié des millions de fois, surtout des lieux comme le Grand Canyon. Moi, je voulais trouver une autre manière de raconter ce fleuve, le faire un peu à ma façon. C'est devenu un projet personnel. J'aime beaucoup venir ici, écouter le fleuve, apprendre des choses sur lui. Il y a beaucoup moins d'eau qu'il n'y en avait par le passé. Ce que nous faisons de ce fleuve est révélateur de ce que nous faisons ailleurs avec notre environnement.
On en profite jusqu'à l'épuisement. Et une fois qu'il ne reste plus rien, on se rend compte de la valeur de ce que l'on a perdu. À chaque période de l'année, il prend des photos de ces lieux qui évoluent au gré des saisons. Nous repartons plus bas sur le fleuve. Avant de le rejoindre au Mexique, Pete McBride nous invite à nous rendre à Glen Canyon. C'est à près de 600 km de Glenwood Springs. Pendant plusieurs jours, nous allons accompagner une expédition scientifique dans un décor à couper le souffle. Glen Canyon est l'un des lieux les plus féeriques de l'Ouest américain. En contrebas du canyon, nous assistons à un bien étrange ballet. Des hommes s'affairent. La pêche est normalement interdite de nuit. Une demi-douzaine de bateaux sillonnent le fleuve avec à la proue un dispositif qui endort les poissons. C'est pour leur bien, pour la survie des espèces les plus fragiles. Alors les gars, ça meurt? Ça va. C'est un peu calme, mais on en a quelques-uns. Difficile de se repérer dans ces conditions. En tant que pilote de bateau, on a appris à naviguer sur le fleuve en évitant les obstacles. On est entraîné à naviguer au milieu du fleuve, à comprendre les courants, passer dans les rapides et éviter les rochers. Scotty Davis fait partie de l'équipe qui veille sur les pêcheurs. Cette nuit, ils doivent attraper des centaines de poissons à des endroits très précis du fleuve. On va près des rives où il y a très peu de fond. Il y a des rochers, des arbres. Ajoutez à cela l'électricité pour choquer les poissons, une personne devant vous avec une épuisette de 3 mètres, et enfin le gros générateur devant vous, et en plus on fait ça de nuit. Guide, comédien, biologiste amateur, son ami Brian a exercé tous les métiers ou presque autour de ce fleuve. Un fleuve qu'il connaît depuis qu'il est gamin. Une nuit de pleine lune comme celle-ci, il en profite. J'ai toujours dit que lorsque le voile de l'obscurité tombe sur le fleuve, nous sommes les seuls ici. Peu de gens ont l'opportunité d'être de nuit sur le fleuve. Ici, à Glen Canyon, la journée, il y a peut-être un autre roi. Mais la nuit, j'ai cette chance d'être moi-même le roi. Alors ça donne quoi? Vous avez attrapé des poissons? Oui, quelques-uns cette fois-ci. C'est excitant de participer à ce projet scientifique et à ce mode de vie. De faire tout ça avec ces paysages en toile de fond, il n'y a rien de mieux. S'il y a mieux, je veux bien y aller parce qu'ici, c'est déjà vraiment top. Plus loin, sur la rive, l'équipe scientifique a installé son bateau laboratoire. Tous les poissons pêchés sont étudiés. L'objectif est de mieux connaître les ressources halieutiques dans ce secteur du Colorado.
Avant la construction du barrage plus haut sur le fleuve, il y avait 8 espèces endémiques. Unknown 295. Weight of 240.1. Ils viennent d'Europe, ils sont très répandus en France. Vous voyez leurs dents sur la langue, ce sont de gros prédateurs. Chacun de ces poissons équivaut à 50 truites arc-en-ciel tant ils sont dangereux pour les poissons endémiques. 4 espèces endémiques ont déjà disparu des eaux du Colorado. Il n'en reste plus que 4 qui sont hélas en danger. Ici, les techniciens et les scientifiques prélèvent les entrailles de ces poissons. On fait ça pour la science, pour comprendre combien de poissons endémiques ils peuvent manger. C'est pour cela qu'on prélève le contenu de leur estomac. Un peu plus tard dans la nuit, la grande majorité des poissons contrôlés et tagués sont relâchés. Les équipes vont travailler jusqu'à l'aube. Au petit matin, nous découvrons les lieux où nous avons passé la nuit. Le décor est juste exceptionnel. Bonjour. Bon, on dirait que nous sommes les premiers levés. Ils ont dû pêcher tard hier. Je vais aller me chercher du café. Scotty a 55 ans. Quand il n'accompagne pas une expédition scientifique, il organise des descentes sur le fleuve de 3 jours jusqu'à 3 semaines. Elles se déroulent plutôt en été. Il fait froid. Yes. Ouais. Il fait frisquet. Mr. Brian. Il est quelle heure? Oh. It's like about 8:30. Il est presque 8h30. You still got plenty of time. Tu peux dormir encore un peu. Du cochon au menu ce matin. L'équipe est composée d'une trentaine de personnes. Des pilotes de bateaux comme Scotty, des bénévoles pour la cuisine et des scientifiques. Ils sont américains ou canadiens. Brian Decker, lui, participe chaque année à une dizaine d'expéditions comme celle-ci. Mais il a également joué dans le film de Sean Penn, Into the Wild. Cet enfant du Colorado revit dès qu'il se trouve aux abords du fleuve. Vous vous sentez libre ici? Oui, c'est vrai, je me sens libre. Parce que c'est sûrement le meilleur endroit que je connaisse. C'est la liberté. Mais c'est intéressant car plus on vieillit et plus les autres priorités prennent le dessus. Parfois, c'est difficile d'être aussi isolé. Quand vous avez une famille, ça peut être dur. Mais j'aime toujours autant ce lieu et faire ce que je fais. Dans un premier temps, l'expédition descend Glen Canyon. Puis l'équipe empruntera le célèbre Grand Canyon. Un voyage hors du temps pendant 2 semaines. S'il y a autant de bénévoles engagés dans cette aventure, c'est qu'ils ont une chance unique de découvrir des endroits où peu de gens peuvent se rendre.
Il faut des autorisations spéciales qui ne sont données qu'au compte-gouttes. Ce matin, il s'écarte du groupe pour nous emmener sur un site qu'il affectionne tout particulièrement. Wow! This is C'est spectaculaire. Toutes ces taches noires sur la roche, on appelle ça la patine ou le vernis du désert. C'est tout simplement de l'oxyde de fer sur les rochers. Vous voyez ce canyon secondaire qui avance et qui tombe à la verticale? Il est couvert de noir. C'est une partie magnifique du fleuve. Ce site est le territoire des Indiens Navajo. Il est sacré, comme l'eau du Colorado. OK. Wow. Regardez ces plages spectaculaires. Elles sont incroyables. Le sable est super fin. C'est comme si on était sur des plages de Californie, sans la foule ni personne. Ici, c'est la solitude absolue. L'eau est juste glaciale. J'aime ce silence. C'est dur de trouver ça ailleurs. Ça, c'est le silence. Juste la nature qui parle. Pendant ce temps, l'équipe scientifique progresse. Prochaine étape, une 50aine de kilomètres plus bas sur le fleuve. C'est un endroit exceptionnel. C'est notre jardin. C'est notre raison de vivre. Dans les bateaux, il y a de quoi vivre en autonomie totale. Eau, nourriture, essence. Juste voir le jour se lever. Il fait sombre et soudain la lumière monte. Et là, vous avez les ombres qui se glissent en bas du canyon. La température qui monte doucement. Et après, vous allez sur l'eau et c'est une nouvelle journée et une nouvelle expérience. L'eau qui coule a toujours été quelque chose d'important pour moi et dans tout ce que j'accomplis dans ma vie. C'est juste un endroit magique où passer son temps. C'est notre jardin où on s'amuse et c'est là qu'on travaille aussi. C'est surtout là qu'on peut être nous-mêmes. Après une journée de navigation, ils approchent du but pour une nouvelle nuit à la Belle Étoile, dans ces lieux qui regorgent de trésors géologiques. En moins d'une heure, le camp est installé. Et si on allait là-haut? Oui, ça m'a l'air bien. Je connais un petit coin très sympa là-bas. Cette nuit, je parie que la température va descendre en dessous de zéro. Il va geler, c'est sûr. On a l'habitude de dormir dans ces conditions. Mais les expéditions en hiver sont toujours un peu plus compliquées, à cause du froid bien sûr. Et puis dans ce genre d'expédition, on travaille de nuit.
On passe en réalité peu de temps sous la tente, même si on aimerait y passer plus de temps. Mais on est dehors pour travailler. Regardez-moi ça. Le dîner est déjà prêt. Soupe chaude et faritas pour tout le monde. On mange mexicain, du mexicain à la sauce américaine. Vous avez l'habitude de cuisiner dans ces conditions? Bien sûr, c'est tout le temps comme ça. C'est mon boulot. Toute l'année, je fais ce genre d'expédition avec Brian. Il y a en général 18, 20, 24 personnes. Et toujours près du fleuve Colorado? Toujours sur le fleuve Colorado. C'est le seul endroit. Vous pensez avoir de la chance? Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que regardez où je travaille. Je ne pourrais jamais avoir de meilleur bureau que celui-ci. C'est magnifique. Et regardez les personnes avec qui j'ai la chance de travailler. Une fois le repas terminé, au son du banjo, toutes les équipes repartent sur l'eau jusqu'au petit matin. Les eaux du Colorado ont sculpté ici le paysage le plus torturé de la planète, un dédale de canyon qui s'étale sur plus de 800 km. Scotty Davis ne se lasse jamais de ces longues périodes où il navigue dans ces gorges où les falaises culminent parfois à plusieurs centaines de mètres. J'imagine ce qu'a pu éprouver John Wesley Powell lors de sa première expédition. Le sens de l'aventure qui l'animait, ce saut dans l'inconnu, la peur aussi. Ces épreuves devaient déclencher chez lui toutes sortes d'émotions. Il ne savait pas ce qui allait se passer. C'était un homme remarquable. Scotty, Brian ou Pete le photographe, tous sont fascinés par cet homme. En 1869, John Powell tente une première fois la descente du Colorado. Les yeux des Américains étaient rivés sur son expédition. Son aventure est comparable aujourd'hui à l'envoi du premier homme sur la Lune. Il s'embarquait vers l'inconnu sans moyen de communication. La première expédition est un échec. Après 230 km, il s'arrête ici, à Lee's Ferry. Mais Powell ne renonce jamais. Avant lui, personne n'avait osé affronter le fleuve et ses caprices. 2 ans plus tard, ce héros de la guerre de sécession repart. Pendant les 3 mois de son voyage, toutes sortes d'histoires ont circulé sur lui et ses hommes, comme quoi il n'aurait pas survécu. L'Amérique est inquiète. Après 98 jours sans nouvelles, l'équipe de Powell réapparaît. Ils sont parvenus à dompter le fleuve. Il était fasciné par l'Ouest américain. Il connaissait très bien le pays. Dans son périple, il prend conscience de la valeur inestimable des eaux du Colorado. Sans lui, la conquête de l'Ouest américain n'aurait pas eu lieu si tôt. Pionnier, il est le premier à imaginer des barrages sur le fleuve.
Tous nous l'admirons. Et je pense que nous avons beaucoup de chance d'avoir eu quelqu'un comme lui, d'aussi cultivé. Un homme qui a exploré cet endroit et l'a fait découvrir aux Américains. Scotty nous emmène ici voir le barrage qui retient le lac qui porte le nom de Powell. Et nous voici au barrage de Glen Canyon. La merveille créée par l'homme. Construit en 1963, le barrage fait 216 mètres de haut, 475 mètres de long. Il fournit en électricité plus d'1,5 million de personnes dans 7 États américains. Juste au-dessus du barrage, le lac Powell. Il aura fallu 17 ans pour remplir ce réservoir d'eau douce. Entre 2000 et 2004, les sécheresses à répétition font baisser le niveau du lac. Pour mieux comprendre la menace qui pèse sur le lac Powell, il faut décrypter les marques blanches laissées par l'eau. Les Navajos les appellent les lignes de la baignoire. En 4 ans, le niveau de l'eau a baissé de 32 mètres. Chaque année, plus de 3 millions de touristes viennent passer leur week-end ou leurs vacances ici. Ce matin-là, sur les flancs de la montagne, des hommes sont comme suspendus dans le vide. Descente en rappel périlleuse. Ok, allons-y. Descends-moi lentement, s'il te plaît. Ces hommes vérifient l'état de la paroi qui soutient le barrage. Tu as une bonne surface ici. Je ne vois pas de rebord tranchant. Ah, c'est bon, de toute façon, tu pourras descendre ici avec ta corde. Descends lentement. Salut, Demi. Ils vérifient ici l'état de la falaise. Pour empêcher tout accident, l'équipe préfère arracher les plaques pour éviter qu'elles ne tombent sur les employés et n'endommagent la structure du barrage. Hey Brad, vous y êtes? Dis-moi clairement quand vous partez. Quand on sera en bas, il faut que vous cherchiez toutes les nouvelles fissures, tout ce qui bouge, tout ce qui pourrait éventuellement tomber. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on descend inspecter à nouveau cette zone. Tu as vérifié cette zone-là, là où il y a le vernis noir? Ça va, ça tient. Ouais, ça a l'air solide, c'est bon. Stop. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Peut-être un peu plus haut sur la droite? Oui, c'est ça. Ouais, tu vas y arriver. On est mal barré. C'est ce qu'on dit quand les pierres tombent. Ça y est, ils se détachent. Même si cet angle a toujours été un problème. On l'a nettoyé la fois dernière et c'est pire maintenant. L'équipe intervient aussi sur le barrage. Malgré une épaisseur de 30 mètres, une brèche, même infime, aurait des conséquences dramatiques. Ça fait 17 ans que j'escalade pour le bureau ici. Donc mon expérience ne date pas d'hier. C'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent vraiment, c'est stimulant. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis payé pour faire ça, car c'est un super boulot. Il y a beaucoup de camaraderie dans l'équipe. Je sais que je peux leur faire confiance pour ma sécurité et aussi pour faire du super boulot. Et en plus, je suis payé pour ça. 2 fois par an, l'équipe est au chômage technique. Ce sont les jours où les eaux du lac Powell sont relâchées. Les sédiments, accumulés contre le barrage, peuvent alors nourrir l'écosystème. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Pete McBride, le photographe, s'apprête à survoler de nouveau le Colorado. Nous sommes loin des Rocheuses et du ranch familial. Ce vol, c'est son ami Will Worthington qui l'effectue.
Son père est occupé par la gestion du ranch. Alors, où veux-tu que je m'installe? Tu peux aller sur le siège droit. C'est parti pour une série de photos. Un nouveau reportage qu'il doit livrer dans moins d'un mois. L'idée est de suivre le Colorado du Grand Canyon jusqu'à l'embouchure, la mer de Cortez. Un périple de près de 500 km et un bond de plusieurs milliards d'années en arrière. C'est peut-être ce que je préfère le plus au monde. Survoler ces endroits époustouflants avec un pilote que j'adore. À cette altitude, on contemple la moitié de l'histoire de la Terre. Le Grand Canyon est un musée géologique. Ce qui est sous nos pieds est incroyable. C'est comme regarder le centre de la Terre. Observer cette faille géante de notre planète, c'est comme voyager dans le temps. Vu du ciel, c'est un véritable amphithéâtre. Au fond de cette faille, il y a les roches les plus vieilles au monde. 3 milliards d'années. C'est l'un des sites les plus incroyables que j'ai jamais vus. Et dire qu'il y a 300 millions d'années, la mer circulait dans ces gorges si profondes. Aujourd'hui, le Colorado se faufile plus discrètement dans ce décor minéral. Déjà 3 heures et près de 600 km de vol. Nous arrivons ici, à la frontière mexicaine. Après Yuma, la dernière ville mexicaine, voici Los Algodones et Morelos Dam, le dernier des grands barrages qui jalonnent le Colorado. Ici, l'eau n'est plus qu'un mince filet. Il ne reste que 10% des eaux du fleuve. Elles sont dirigées vers un canal qui irrigue les 1600 fermes mexicaines. « 10%, une goutte d'eau si l'on compare aux eaux utilisées par les États-Unis. Avant le Mexique, le fleuve nourrit 40 millions d'Américains, près de 10 millions de bœufs et produit une quantité incalculable de fruits et légumes. Quelques kilomètres après le barrage, c'est le coup de grâce. Il ne reste du delta que son nom. Imaginez que cette zone, c'était un lac aussi grand qu'une région.
Vous pouvez constater que le désert s'étire jusqu'à la ligne d'horizon. À plus de 100 km se trouve l'embouchure et la mer de Cortez. Derrière ces photos émouvantes, une réalité plus prosaïque. Le delta se meurt. Grâce à Will et à son avion, on peut voir que cette terre n'est plus que l'ombre d'elle-même. À perte de vue, des kilomètres de sables et de dunes. Osvel Huertas est l'un des rares Mexicains à s'aventurer dans ce désert. Ici, c'est l'une des parties les plus abîmées du delta du Colorado. C'est juste une terre brûlée où aucune plante ne peut pousser. Imaginez qu'ici c'était le fleuve, avec de la végétation luxuriante, avec des lagons. Il y a un espoir que l'eau revienne et la vie avec, comme c'est déjà le cas à la lagune de Santa Clara. Osvel est le seul ornithologue de la région. À 39 ans, il se souvient à peine des oiseaux migrateurs qui auparavant s'arrêtaient dans le delta. Ils étaient alors des milliers. Aujourd'hui, seules quelques espèces viennent jusqu'ici, car il existe une oasis au cœur de ce désert. C'est la lagune de Santa Clara. Cette eau provient des fermes alentours. Ce sont les eaux de drainage. La nature s'est appropriée cette ressource. Un petit miracle qui permet à l'ornithologue d'espérer des jours meilleurs pour le delta. Ce matin, avec Juan, son ami, ils font le comptage des oiseaux. Ils cherchent le râle gris, un oiseau au son très particulier. Ce sont des oiseaux qui vivent dans les marais. Ils vivent et nidifient dans cet écosystème. C'est très compliqué de les observer, très compliqué. Ils ne sortent jamais des marais. Ils n'en ont pas besoin. Ici. Après une heure de recherche, ils l'aperçoivent enfin. Regarde là-bas. Il y a un râle gris. Ils sont difficiles à dénicher, car dans le delta, ils sont en voie de disparition. Ces 20 dernières années, à cause du manque d'eau, leur habitat s'est réduit. Une situation en passe de changer, car à quelques kilomètres de là, une petite révolution se prépare. Avec le retour de l'eau, on s'attend à la restauration des habitats sauvages tout au long du Colorado, sur les rives mexicaines et aussi dans le delta. Mais le bonus, c'est pour la population qui vit autour du delta. Elle va revoir et profiter d'un fleuve ressuscité. Et pour les plus jeunes, ce sera encore plus excitant de vivre ce moment tant espéré. Américains et Mexicains ont conclu un accord historique. Ils vont relâcher les eaux des lacs américains et permettre au Colorado de couler jusqu'à cette lagune.
Le lendemain, nous retrouvons Pete McBride. Il est à peine 6 heures du matin. Le photographe profite de ses premiers jours de printemps. C'est un moment particulier de photographier quand le soleil se lève ou se couche. La lumière est un peu plus douce. C'est cool d'être debout à ce moment-là. Un moment qu'il partage avec ses amis. Il y a 2 mois, ils se sont lancés un défi, descendre le fleuve en canoë depuis le Mexique. Une expédition jusque-là impossible. Non, c'est vraiment amusant pour moi, car ces gars-là participent à la restauration du fleuve. Ils connaissent le Colorado par cœur. Donc, descendre le fleuve avec eux, pour moi, c'est un honneur. Vous pensez que ce périple peut durer combien de temps? Oh, 1 an. On part pour 1 an. Je pense que la première journée, on peut avancer jusqu'aux terres mexicaines. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller aussi loin que nous le pourrons, aussi loin que l'eau nous portera. On descendra le fleuve peut-être 3 jours, on verra. S'ils envisagent un tel pari, c'est qu'à quelques kilomètres de là, les ingénieurs se préparent à ouvrir les vannes de ce barrage. Nous sommes à Morelos Dam, le dernier barrage à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il est 8 heures du matin, la première porte s'ouvre. Les autres suivent. Pour la première fois depuis 1998, l'eau déborde. Le Colorado s'écoule de nouveau de l'autre côté de la frontière. Pendant 8 semaines, les portes resteront levées. Y aura-t-il assez d'eau pour permettre au fleuve d'atteindre de nouveau la mer de Cortés? Pete McBride et ses amis pourront-ils naviguer jusqu'à rejoindre la mer? Le photographe doit encore passer la frontière. Si les Mexicains doivent faire face à de nombreux obstacles pour obtenir un visa américain, dans l'autre sens, cela paraît beaucoup plus simple. Le Colorado délimite la frontière entre les États-Unis et le Mexique sur 40 km environ. Pour éviter toute immigration clandestine, les Américains ferment leurs frontières. À cet endroit, ils ont construit plus de 40 km de murs infranchissables. C'est ici que commence le No Man's Land. Vous n'avez pas montré votre passeport pour passer la frontière? Effectivement, je ne l'ai pas donné. Mais j'espère que je l'ai sur moi, car sinon je risque d'avoir des soucis. Pour les Mexicains qui veulent entrer aux États-Unis, c'est bien plus compliqué. C'est plus dur, et ce n'est pas juste. Bienvenue au Mexique. Nous sommes dans la région de Basse-Californie. Le fleuve délimite la frontière entre les 2 pays. Avec l'ouverture du barrage, les patrouilles américaines reprennent. Mesures dissuasives pour empêcher le passage de clandestins. Ça va être incroyable. J'étais là en novembre. Et les portes étaient toutes fermées. Pas une goutte d'eau ne passait, et là aussi ça fait longtemps que ça dure. Il y a 20 portes, et je ne les ai jamais vues ouvertes. 19 sont ouvertes, et une seule reste fermée. Elle laisse passer tellement d'eau que le lac déborde de toutes parts. C'est incroyable. Je n'ai jamais imaginé que cela pouvait se produire. C'est remarquable. La dernière fois que je suis passé ici, derrière le barrage, il n'y avait rien. Que de la boue. Maintenant, on a un fleuve qui coule. Derrière un tel événement, il y a des années de tractations entre les 2 pays. Des négociations qui aboutissent à ce résultat et à cette cérémonie officielle. D'habitude, Pete McBride fuit ce genre de mondanité, mais ce moment-là, le photographe l'attend depuis si longtemps.
Nous avons, ces dernières années, appris à nous connaître et à nous faire confiance. En travaillant main dans la main, on peut trouver des accords dont nous pouvons tous être fiers. Pete souhaite conserver les photos de cet événement. Dans moins de 24 heures, il sera sur le Colorado pour une expérience unique. L'expédition partira d'ici. Ils seront 6. Oswald, l'ornithologue, sera de l'aventure. Pour rien au monde, il ne veut rater cette descente vers le delta et la mer de Cortés, située 150 km plus loin. Il est 5 heures du matin, c'est le jour J. Oswald Huertas est déjà sur le terrain. C'est une échasse d'Amérique. C'est un oiseau de rivage. C'est vraiment joli avec cette lumière. D'habitude, ils ne sont jamais là. Je pense qu'elle a juste suivi l'eau. C'est l'un de mes oiseaux de rivage préférés. C'est vraiment joli. Avec l'eau qui arrive, nous avons vu déjà beaucoup de canards qui viennent dans cette zone. Ils migrent en ce moment. D'habitude, ils ne font que passer. Et les oiseaux se disent « Hey, pourquoi s'arrêter là ?» Maintenant, ils voient l'eau et ils s'arrêtent ici. C'est vraiment intéressant. Il y a des hérons aussi, et des oiseaux aquatiques. Ils sont tous très attirés par cette eau qui arrive dans cette zone. C'est vraiment bien. C'est la saison des amours. Pour Oswald, la journée commence sous les meilleurs auspices. Regardez ça, c'est un grand vol d'oiseaux de rivage. Avec le retour du fleuve, on s'attend à obtenir de bons résultats pour régénérer la faune et la flore. On va en apprendre beaucoup sur le fleuve et son comportement, sur la façon aussi d'apporter l'eau là où il faut pour restaurer l'écosystème. Une heure plus tard, le reste de l'équipe arrive. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai dormi dans un champ, sans tente. À mon réveil, il y a un fermier qui est venu me demander ce que je faisais là, à dormir à la Belle Étoile. Je lui ai dit, où est le problème? Tout est magnifique ici. Il m'a répondu que j'avais dormi au milieu des serpents à sonnette. Je le ressens comme l'aboutissement de 10 ou 20 ans de travail. Le résultat, c'est l'entrée dans cet endroit magnifique, vous le voyez. C'est un travail à plusieurs niveaux pour obtenir ça. Cette eau qui coule désormais vers le delta. Le lit du fleuve qui était asséché est à nouveau à flot. C'est beau. Avant de partir pour un très beau voyage, un rituel s'impose. Nous sommes en territoire indien. Alors qu'est-ce que c'est? Pour les Hopis et les Navajos, tu sais que ce sont les deux plus grandes tribus du fleuve. L'élément le plus sacré, c'est l'eau. L'eau est la chose la plus sacrée, comme le maïs. Tu vois, cette farine de maïs, c'est pour les cérémonies. Pour les Hopis, le moment le plus sacré, c'est lorsque le soleil dépasse l'horizon. Et c'est à ce moment-là qu'ils font leurs prières et leurs offrandes. Quel est votre vœu? Je le garde pour moi. Je prie pour un fleuve en parfaite santé. Je souhaite aussi qu'il coule encore quand je reviendrai. J'espère que si j'ai un enfant, je pourrai l'emmener ici. Juste à côté, un autre moment émouvant. Pour la première fois de leur vie, ces enfants touchent cette eau qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Leurs parents n'en croient pas leurs yeux non plus. Pour l'équipe, c'est parti. Personne à ce moment-là ne sait jusqu'où le fleuve pourra les porter.
Ils naviguent à vue, pas de carte ou de repère. C'est vraiment inondé ici. À peine 1 kilomètre parcouru et déjà le sentiment que le fleuve revit. Oswald est heureux, il n'en espérait pas tant. Tu vois quelque chose, Oswald? Oui, on a entendu un roitelet à couronne rubis. C'est étonnant car d'habitude ces oiseaux ne chantent pas. Je suppose qu'ils sont juste contents car le fleuve coule et ils chantent. Pourquoi chantent-ils? Ils ne se reproduisent pas par ici. C'est étonnant. Un peu plus tard, une autre surprise nous attend. À certains endroits, le fleuve respire. Je n'ai jamais vu ça avant. Normalement, cette partie du fleuve est toujours sèche. Ce que nous voyons, c'est juste de l'eau qui s'infiltre dans le sous-sol. Les bulles, c'est juste du gaz qui est propulsé vers le haut. C'est l'un des buts du lâcher des eaux. L'autre objectif, c'est que l'eau rejoigne ce tronçon et descende encore plus loin. Le fait que les sols se gorgent d'eau, c'est mieux pour la restauration de l'écosystème. Pete est un peu en retrait. Il savoure ses premiers moments dans ce secteur du Colorado. En 2008, quand il avait tenté une première fois la descente de ce secteur du fleuve, il avait dû mettre pied à terre, ici même. Incroyable. Je suis à moins de 2 kilomètres du barrage de Morelos Dam. Le fleuve a repris ses droits. Je suis à la recherche de mon équipe d'amoureux du fleuve et de gourous, les spécialistes de la restauration. Je suis au milieu du fleuve. Et là, franchement, je ne sais pas comment les retrouver. Je suis complètement perdu. Pendant les premières heures de navigation, les gardes frontières américains poursuivent leur patrouille tout au long du fleuve. Maintenant, je dérive sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Vous imaginez? Quelle pagaille! Je n'arrive pas à en croire mes yeux. C'est vraiment classe. Ce sont les États-Unis, juste de l'autre côté là. C'est une barrière anti-véhicule. C'est pour empêcher le passage des voitures. Par là, nous avons le Mexique et de l'autre côté, nous avons les États-Unis. Et vous voyez la clôture, juste ici, c'est une partie de la barrière qui s'étire tout au long de la frontière avec les États-Unis. Les Américains l'ont construite pour éviter que les trafiquants de drogue viennent ici avec leurs véhicules. Avant qu'ils mettent en place ces barrières, il y avait 200 à 300 véhicules par jour qui passaient avec de la drogue ou des immigrés clandestins. Maintenant qu'ils les ont installés, vous savez, il n'y en a presque plus. Plus loin, en descendant le fleuve, vous verrez d'autres barrières. Elles sont très solides. Ici, c'est la tribu indienne Cocopa, c'est leur terre. Leurs chefs ont dit, pas de mur, nous voulons juste des barrières comme celle-ci.
I miss my dog, I miss my truck. 20 miles more and with a little luck, I'll be out of here in San Luis with my friend Juan drinking tequila. Let's go downstream again. Now my heart is on the mend. The Colorado is flowing again. Right feelings filling up my soul. Floating down that mighty Colorado. Quelques kilomètres plus loin, nous croisons d'autres embarcations. Ce sont des scientifiques qui travaillent sur la qualité des eaux du Colorado. Ces équipes sont en majorité américaines et planchent entre autres sur les changements provoqués par l'arrivée massive de ces eaux dans le secteur. Les 130 000 mètres cubes d'eau lâchés il y a moins de 24 heures du barrage de Morelos Dam continuent leur course dans le désert. Images impressionnantes quand on sait que le fleuve avait disparu ici depuis 1998. Nous assistons à sa renaissance. Il est près de 18 heures, l'équipe approche du but qu'elle s'était fixé la veille. Nous sommes à près de 35 km du barrage. C'est Oswald et Juan qui apparaissent les premiers. Les deux hommes arrivent au pont de San Luis des Ríos de Colorado. Cette ville de 160 000 habitants porte le nom du fleuve qui a permis son essor. Il y a encore 24 heures sous le pont, il n'y avait que du sable. Mais le Colorado est bien de retour. C'est ici que l'on prend la vraie dimension de cet événement. Une fête est improvisée en hommage au fleuve ressuscité. Les rancheros, symboles de la fête au Mexique, sont de sortie. Normalement, il n'y a personne sous ce pont. C'est une grande fiesta. C'est la plus importante que j'ai vue dans le coin. Tous les soirs à San Luis, ça va être la fête. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau et excitant. C'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. La nuit tombe. Un feu de camp est organisé juste à côté du fleuve. Une première nuit à la Belle Étoile. Spécialité mexicaine et tequila pour tout le monde. C'est tellement bon, les tortillas, les haricots. Ouais, je suis un peu fatigué, mais je vais me réveiller. Ce n'est pas seulement à cause d'aujourd'hui, mais c'est parce que ça fait des jours et des jours que je ne dors pas. Pas beaucoup de sommeil, mais c'est marrant.
Il est déjà 9 h du matin. Si la fête s'est poursuivie toute la nuit autour du pont, ce matin, l'ambiance est plus familiale. En 24 heures, ce sont des milliers de Mexicains qui sont venus voir de leurs propres yeux ce Colorado qui avait disparu depuis tant d'années. Pete McBride s'est réveillé avant le reste de l'équipe. Vous vivez dans le coin? Oui, depuis plusieurs années. Quand est-ce que le Colorado a coulé ici pour la dernière fois? Je ne sais pas. Je dirais 11 ou peut-être 12 ans. J'étais là en 2008 et il y avait de l'eau à 2 km en amont du pont. Un tout petit filet. Hein. Vous venez d'où? Je viens de l'État du Colorado. Portez-vous bien. En 2008 et 2013, les 2 dernières fois où il est venu ici, l'ambiance était complètement différente. Comme à son habitude, le photographe prend de la hauteur pour constater le changement. J'étais là en novembre, il y a 5 mois. Et j'ai pris cette photo. Regardez ça. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre la même. Pas facile à faire, hein? La différence est saisissante. C'est génial de voir la joie des Mexicains. Je peux prendre une photo? Des sourires et des photos qui montrent à quel point l'eau peut bouleverser la vie des gens. Pour le photographe américain, ces clichés sont le témoignage qu'il est possible de faire revivre le fleuve jusqu'à la mer. Il est plus de 10 heures, il repart pour une 2e journée d'expédition. Vu du ciel, le Colorado semble reprendre sa place originelle, au cœur du désert. El agua del río, toda la gente gustosa, porque el río ahora trae agua. L'ornithologue et son ami Juan ont pris de l'avance sur le groupe. Ils veulent voir et écouter cette nature qui revit. On profite de ce nouveau bureau. Je profite de chaque instant, chaque bruit. J'apprécie tout. Autrefois, ce comptage, il le faisait à pied. C'est une griffe du Nord. 3. Je compte tous les oiseaux que l'on peut voir ou entendre autour de nous. On ne les voit pas toujours, mais on les reconnaît grâce à leur cri. Grâce aussi à ce magnétophone qui émet les sons des oiseaux qu'il recherche. Pendant 6 millions d'années, le fleuve a coulé jusqu'à la mer. Cet écosystème
était alors l'un des plus riches du Mexique. Certaines espèces sont rares et d'autres sont en danger. Il y a des oiseaux timides. Vous savez, ils ne volent pas quand on est là. Ils ne chantent pas non plus. Pour les motiver, on imite leur chant et on peut ainsi les compter. Cette opération, ils vont la répéter une fois par mois. Les oiseaux des marais sont de bons indicateurs. Si on les trouve à un endroit, ça veut dire que la zone se porte bien. Pas seulement pour une seule espèce, mais pour tout l'écosystème. Il est midi, il fait 35 degrés environ et pas une ombre à l'horizon. Nous sommes à 52 km du barrage de Morelos Dam. L'équipe ralentit. Ici, le flot rétrécit à vue d'œil. Another whack. Désormais, les marais et les broussailles ralentissent leur progression. Que se passe-t-il, Sam? Je ne peux plus avancer. Il doit y avoir 45 cm de fond. Plus on avance, plus le cours d'eau se rétrécit et les obstacles s'accumulent. Je me débrouille comme un castor. Mais je crois qu'on va y arriver. On est proche de la fin du fleuve. Oui, pas très loin. C'est une question de minutes, je pense. Mais après de longs efforts, Pete et ses amis finissent par retrouver le lit du fleuve. L'expédition peut continuer, mais pour combien de temps encore? Au loin, le cours du fleuve se resserre encore. La mer de Cortés est à une centaine de kilomètres environ. Il est un peu plus de 18 heures, l'aventure touche à sa fin, car un peu plus loin, l'eau est bloquée par une petite dune de sable. On a atteint la fin du fleuve. C'est la troisième fois que je rejoins la fin du Colorado en bateau. Il faudrait qu'on mobilise l'équipe ici. Il faut juste déblayer ce barrage. On va y arriver. Je suis officiellement en train de détruire le barrage. Mais Pete et ses amis ne s'avouent jamais vaincus. Ce serait donc la fin. Mais bon, pas vraiment. On va se coucher, demain on aura encore quelques coups de pagaie. Cette histoire est loin d'être terminée.
Pour moi, elle va continuer jusqu'à la fin de ma vie. La bataille pour l'eau est toujours en cours. Le Colorado, malgré les efforts de tous, Américains et Mexicains, reste aujourd'hui le seul fleuve de la planète à ne pas se jeter dans la mer. Il faudra patienter jusqu'en 2017 pour savoir si les autorités décident d'ouvrir une nouvelle fois les vannes. Un espoir que tous les amoureux du Colorado attendent avec impatience.